Et j'étais tellement déprimé le week-end, j'en pouvais plus, que j'apprenais par cœur l'après-midi d'un faune. Parce que ça me faisait tenir le coup. Ils allaient boire des coups de la bière en bas, dans la rue, ils buvaient, ils regardaient des matchs de foot. Enfin, moi, ils me foutaient une déprime atroce, c'était un souffle qui balle dans la tête, cette histoire. Et j'ai eu 2 chances, une jeune femme dont je suis tombé amoureux et l'après-midi d'un faune. Sinon, je serais mort. Ça va ensemble. Hein. Ça va ensemble. Il y a 25 ans. Bon, on t'écoute, Michael? Oui, alors donc, ça reste un salon de conversation. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on est parti sur l'idée du mot. Hein, en fait, j'étais parti sur comment entrer dans la poésie de Mallarmé. Et je me suis souvenu de ces dialogues célèbres entre Mallarmé et Degas. Et à son ami Degas qui lui confie un jour qu'il n'arrivait pas à écrire mais qu'il avait des idées, Mallarmé lui répondit « Ce n'est point avec des idées, mon cher Degas, que l'on fait des vers, mais avec des mots. » Et pour moi, c'est évidemment une entrée fondamentale, de rentrer par le mot, non pas par la pensée, le sens, etc. Et donc je suis parti, voilà, j'ai exploré cette direction. Mais ça reste quand même un salon de conversation. Et comme en plus il y a plein de doctes personnes ici, des poètes, des musiciens, etc. Ce serait bien à chaque point important de faire quand même un petit tour de comment vous recevez, vous, cette idée de Mallarmé qui dit donc on ne fait pas de la poésie avec des idées, mais ce n'est pas avec des idées que l'on fait des vers, mais c'est avec des mots. Je pose la question aux musiciens peut-être. On n'est pas les seuls à avoir l'angoisse de la page blanche. On peut écrire avec des notes, pas des idées. Non, mais moi, c'est tout, j'ai rien de plus à dire que ça. Non, ou alors j'en aurais pour une demi-heure. Mais c'est un sujet fondamental. Oui, tout à fait. Oui. Tu m'as fait écouter par exemple un truc fabuleux. J'aimais pas beaucoup Reynaldo Hahn, a priori, comme musicien, parce qu'il m'embêtait un peu, je trouvais ça ennuyeux. Et jusqu'au jour où tu m'as fait écouter Neher, mais c'était un lieu commun, c'est tout, je me plantais, ça arrive. Puis comme il m'arrive d'être un peu décisif, je dis des conneries, ça arrive. Mais je préfère prendre le risque de dire des conneries et de dire de temps en temps un truc intelligent, plutôt que de dire que des lieux communs. Ça arrive. Et Neher, c'est sublime, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... T'aimes bien Reynaldo Hahn, hein? Et c'est la mise en musique d'un poème de Lecomte de Lille. Tout est bon là-dedans. La musique qui dit quelque chose, et le poème qui dit pas forcément la même chose d'ailleurs, mais c'est vraiment très 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 bon. Et quand Mallarmé parle de la musique avant toute chose, hein, vous regarderez la traite. Oui, Verlaine. Mallarmé dit la même chose. Hein. Pas de la même manière, enfin, pas les mots là, mais il dit exactement la même chose. Je fais de la musique. Il dit je fais de la musique, carrément. Et vous verrez D'ailleurs, on ne peut pas comprendre Mallarmé si on ne comprend pas que c'est avant tout un musicien. Et c'est toi qui me l'as fait comprendre, ça. Moi, je ne savais pas. Ça, c'est mon point de vue, mais je pense que je vais le partager quand même. Vierge, le vivace et le bel aujourd'hui. Roli, bibelot, divinité sonore. C'est un des enjeux du chant. C'est qu'est-ce qu'on chante? Je fais mon beau son, je me réveille. Il y a un texte. Et les rares fois où je fais travailler des chanteurs, je leur demande, mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tel mot? Et on s'aperçoit que dans l'apprentissage du chant, on est tellement angoissé par la peur de faire moche que finalement on est dans le son, dans sa rotondité, dans le vibrato. Et pourquoi vibrer sur un ME par exemple? On n'est pas dans le sens. Ben voilà. C'est un peu un gros problème. Voilà. T'as vu que Cecilia Bartoli, on n'hésite pas à avoir l'air moche. On revient sur le balance sur les idées et sur les mots. Oui, tout à fait. J'avais retenu cette phrase peut-être la seule. Il y a une phrase très jolie de Valérie qui dit cette hésitation prolongée entre le son et le sens. Et je crois que ça, c'est vraiment ça caractérise la poésie. C'est très joli. C'est la synesthésie, ça. Comment? C'est de la synesthésie. Donc, moi, je suis parti d'une question simple. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'un mot? Je ne sais pas si vous êtes chacun posé cette question. Tout à fait. Moi, je trouve très très pertinent cette idée de commencer de parler de Mallarmé. Moi, je ne connais pas particulièrement la poésie de Mallarmé. Je suis pas très... Mais c'est vrai que le mot,
c'est essentiel pour un poète ou pour un écrivain. Et dès qu'on commence à écrire, c'est vrai qu'on a cette angoisse de trouver le mot exact. Est-ce que ça traduit exactement ce que j'ai envie de dire ou j'ai envie de transmettre? Comment ça va être reçu? Parce qu'il y a derrière aussi un lecteur qui va lire ça, même si vous dites pour Mallarmé n'a pas voulu, n'a pas cherché à... Non, mais il y avait quand même quelques lecteurs. Mais voilà. Donc, et puis pour revenir un peu entre l'idée et le mot, quelle est la différence justement, puisque Mallarmé on dit que des mots, et c'est exactement ça. Parce que c'est vrai qu'on a tous des idées, on peut avoir des idées, mais pourquoi je me suis posé la question et je vous en parle comme ça parce que effectivement, pour l'écriture, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête et quand on a envie d'écrire, justement, on cherche ces mots-là. Et pourquoi c'est angoissant de mon point de vue? Parce que je me dis, l'idée, elle est là, mais à partir du moment où on pose ces mots, l'idée elle-même se transforme. Et on est tout de suite embarqué dans quelque chose qu'on ne voyait pas venir. Ce sont les mots qui transforment font le poème. C'est toute l'idée de Mallarmé et des poètes en général. Qu'est-ce que ça veut dire? Au final, j'ai une idée. Bien sûr. Dans l'absolu, ok, c'est une idée dans l'absolu en fait. Mais tout le travail, c'est avec le mot, c'est comme ce sculpteur en fait, qui a tous ces matériaux, il a déjà imaginé dans sa tête, mais au fur et à mesure qu'il avance un peu dans son travail, même lui-même, il est un peu surpris de voir un peu cette transformation en fait. Donc quelque part, moi je découvre un peu Mallarmé ce soir et je suis très contente. Et le mot, c'est quelque chose de, comment dire, il y a une telle créativité, il y a une telle ressource pour créer à travers le mot de façon inimaginable, c'est illimité. C'est pour ça que la langue, c'est quelque chose de très précieux. Et il ne suffit pas d'avoir une grammaire pour parler une langue, mais il y a une sensibilité et ce mot, il porte cette sensibilité même. Et cette sensibilité, elle est actée à un temps précis en fait. Parce qu'on peut écrire le même mot dans un autre contexte, mais qui n'a pas du tout la même sensibilité ou la même... et donc, quelque part, moi je trouve très 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 pertinent de commencer par cette histoire du mot, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire autour du mot et à écrire aussi, parce que quand on... Pour revenir un peu à la musique, hein, pour faire des liens avec la musique aussi, cette symphonie-là, c'est des notes. Eh bien, les notes, pourquoi il y a un lien direct aussi entre la poésie? Parce qu'il y a le rythme aussi. Et donc, ça rappelle, ça convoque un peu cette sensibilité musicale. Parce que, de mon point de vue, moi, je pense que agencer des mots comme ça, travailler, comment les aligner, parce qu'on le voit bien dans la poésie, un peu moins dans la littérature, quand on est un peu habitué à lire des choses pas très courantes, on va dire, parce qu'une fois qu'on est dans une écriture un peu fragmentée, c'est là où on a plus de chances d'avoir cette sensibilité musicale que dans un texte un peu comme ça, avec une histoire. Tu vois, et les mots à l'écrit, mais aussi les mots à l'oral. Là, on vient de t'écouter, il y a un très beau flux, ta manière de parler, bon, on est manifestement nourri de littérature. Le mot est important et je vous remercie d'avoir, nous avez donné l'occasion de parler de ça parce que c'est très pertinent et ça convoque en chacun de nous. Je pense que chacun a une idée, il se fait une idée du mot et je suis persuadée que ça dit quelque chose. Alors accessoirement, c'était une fixation de Mallarmé, hein. Donner un sens plus pur au mot de la tribu, tout ce qu'il explique dans les textes en prose, hein, il est extrêmement clair sur le sujet. Il dit voilà, tant qu'on n'aura pas donné au mot un sens précis, tant qu'on dira n'importe quoi et qu'on se basera sur ce n'importe quoi de l'oral pour construire quoi que ce soit, on ne va pas s'en sortir. Hein. Mallarmé face à ces news, ça ne va pas le faire. Tous ces gens qui blablatent et qui ne savent pas les mots qu'ils disent, ça va pas le faire. La base, c'est quel mot on emploie, qu'est-ce qu'il veut dire, et on essaie de faire en sorte, non pas qu'il soit bien défini, c'est impossible, mais
qu'on le fasse sonner le mieux possible dans toutes ses répercussions. Et aller vers quelque chose d'un peu pur, hein, donner un sens plus pur au mot de la prévue. C'est pas un mot à la mode, hein, pur. Hein. Aujourd'hui, il faut que tout soit mélangé. C'est un mot un peu difficile. Puis après, il s'est passé des choses où il y a certains puristes qui ont été un petit peu dangereux. Voilà. Purification. Il est revenu aussi à l'étymologie. Très important. Il faut connaître l'histoire, il faut connaître la grammaire, il faut connaître les mots. Justement, donc peut-être que là, Oui. on arrive justement un petit peu dans cette présentation, parce que je me suis posé cette question, d'abord, qu'est-ce que le mot? Est-ce que chacun s'est vraiment posé profondément cette question? Et ensuite, qu'est-ce que le mot pour Mallarmé? Donc, plutôt que de tenter de comprendre tout ce qu'il a voulu dire dans cet échange avec Degas, j'ai proposé de prendre un autre chemin radical, et à mon avis qui est celui de Mallarmé lui-même, qui considère que le mot est un être vivant. Hein? Alors voici ce qu'il écrit dans les mots anglais, pardon. À toute la nature apparentée, et se rapprochant ainsi de l'organisme dépositaire de la vie, le mot présente dans ses voyelles et ses diphtongues comme une chair, et dans ses consonnes comme une ossature délicate à disséquer. Là, il pose directement la question. Donc, moi je le suis, et je me dis, entrons dans la chair du mot, et disséquons son ossature délicate. Mais auparavant, faisons un détour par la recherche de son origine. La parole s'est fait chair, hein. Oui, tout à fait. Donc, j'ai ouvert mon dictionnaire historique de la langue française, et j'ai regardé, je commence toujours par là, hein, c'est une bonne façon de commencer, parce que le mot a une histoire et que sa signification change à travers le temps. Donc le mot apparaît au Xe siècle du latin mutum, grognement, son, qui est dérivé de l'onomatopée mut-mut, murmure, son à peine distinct. On pourrait dire mut-mut, parce qu'en fait le U en latin c'est ou quand même si en français on a prononcé le U, mais disons que bon, à l'origine au Xe siècle c'est mut-mut, et qui vient elle-même de l'onomatopée mou, murmure. Dans l'écrit, on entend l'écrit aussi. Ah oui, d'accord, non, alors ça c'est autre chose. C'est une autre approche. Hein. Là, je rentre vraiment dans la chair du mot. Hein. Donc, en fait, à la base, on a une onomatopée qui est mou. Donc, je vais vous proposer un petit jeu, c'est de grommeler ce mou. Vous pouvez le chanter. Les murmures du mot. Essayez de le chanter en tenant un peu la voyelle. C'est beau. Puis on laisse le ou devenir un o. Et ça fait mou. Là, on voit le passage entre le ou et le o. Et puis, on peut rentrer, vous voyez, là, on n'est pas tout dans une approche intellectuelle, on rentre dans la chair du mot, hein, au niveau physique. Donc, on peut le chanter, toujours avec le M, le mou. Ah, tiens, et si j'inverse, ça donne le om. Et oui, Qui est la syllabe sacrée de l'univers chez les hommes. Vous voyez, là, j'ai un lien entre mou et om. Oui, c'est vrai. Alors je continue, si les poètes ont toujours cherché à pénétrer l'âme des mots en rentrant en profondeur dans leur substance, le jeu des phonèmes sous le mot, pourrait-on dire, certains, comme Rudolf Steiner par exemple, ont pu dégager d'approches gestuelles pour cela, considérant que l'être crée le geste avant le corps, la réalisation physique n'étant que l'écho du geste intérieur. Donc là, on peut, hein, c'est plus un atelier si vous voulez, mais proposer aux gens de rentrer physiquement dans le son, dans la voyelle, c'est-à-dire essayer de ressentir quel est l'état intérieur que fait naître une voyelle et de le traduire par un geste. Alors, tu vois, là, Mallarmé se posait vraiment ces questions-là. Et par exemple, c'est le seul, à ma connaissance, qui a envisagé l'hypothèse que le mot jour était mal choisi. Là, tu laisses entendre que les mots sont logiques par rapport à la pulsion. C'est totalement faux. Hein. C'est faux d'un point de vue. Tu dis à quoi C'est vrai de temps en temps. Qui s'ouvre et qui demande de l'eau. Oui, mais à quoi là où le langage devient vraiment extraordinaire,
c'est que précisément, il peut être autre chose que de l'onomatopée. Tu vois, il va devenir. Alors, c'est vrai que je suis un peu un tenant de l'abstraction, mais il peut décaler un monde par rapport au monde de l'onomatopée. Et Mallarmé disait, mais c'est quand même étrange. Le mot jour m'évoque la nuit, le mot nuit m'évoque le jour. Alors, à vous d'y réfléchir. Moi, ça m'a toujours interloqué, cette histoire. C'est un poète aussi, donc. Oui, et puis on peut ne pas penser comme lui, hein, bien sûr. Mais la nuit des poètes. C'est la question que les linguistes ont posée, de Saussure et quelques autres, hein, c'est l'abstraction du langage. Là, on parle et on est déjà dans l'abstraction, qu'on le veuille ou non. On est projeté dans l'abstraction. Il faut faire avec. Et cette abstraction, elle a quelque chose d'arbitraire. Là encore, les linguistes l'ont montré de manière très claire. Pourquoi on va appeler le mot lampe? Parce qu'il y a un chef, un jour, il a dit ça va être lampe. C'est pas content, c'est pareil. Ça va être lampe, ok? C'est pigé? Il y a de l'ordre dans la langue. Et du fascisme dans toute langue. La langue est fasciste par nature, qu'on le veuille ou non. Après, ça ne nous oblige pas à tous mettre un blouson et à embêter notre contemporain. Mais il y a quelque chose d'arbitraire que dans ce que tu dis, n'y est pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très touchant dans ce que tu dis. C'est une joie et un fétichisme presque enfantin à découvrir que le mot est proche du corps. Tu vois? Et c'est très beau, bien sûr. Mais on est projeté dans l'abstraction. On le voit. Mais ça, c'est une interprétation après, à mon sens, plus tardive. Mais tu peux, bien sûr, avoir cette approche. Après, vous avez le droit de pas être d'accord. Jour, moi, ça me fait aour, lumière, donc ça me semble normal. Jour. Qu'est-ce que tu dis? Aour, la lumière. Oui, c'est du jour, c'est pas de la nuit. Oui, c'est-à-dire que puis un mot a toujours C'est au niveau du son. C'est au niveau du son, bien sûr. C'est sombre et nuit, c'est clair. Nuit, on s'enferme dans le son. Alors, on peut en sortir. Il y a quelque chose entre les deux, peut-être. Mais la branche n'est pas complètement. Là, je pourrais dans l'échelle du mot. Donc, les phonèmes, les consonnes, les voyelles, qui nous ramènent aussi à l'alphabet, c'est-à-dire que chaque lettre était chez les anciens reliée à un aspect de l'univers, même à des dieux identifiés, etc. Donc là, on rentre dans une dimension cosmique, avec le langage, qui est au-delà de nos interprétations intellectuelles tardives, tu vois. Non, mais il y a aussi peut-être l'idée toute simple que Mallarmé vivait la nuit. Mais je ne sais pas le dire, mais c'est ça, je vous ai dit, les poètes vivent la nuit. Donc pour lui, la nuit, c'est le jour. Moi, je m'y reconnais là-dedans, donc c'est pour ça que j'ai pensé ça. C'est aussi simple que ça, en fait. Vous avez bien répondu à Our, ça lui paraissait... Oui, mais les deux discours sont justes. Hein. Moi aussi, je trouve que le jour est plus ouvert. C'est pas une question de sonorité, c'est une question de... Là, je sais pas vous, mais moi je disais Mallarmé la nuit. Mais ça n'a rien à voir entre la vie et le mot, entre sa vie et le mot. Si, il y a un mot qui est évocateur et qui fait penser à quelque chose, je vous assure, et qui donne une ouverture, qui fait penser, enfin, je sais pas, c'est des vibrations. À une vibration, et puis il y a la vie du gars pour qui la nuit c'est le jour. Ça n'a rien à voir. Il y a la nuit, il y a une expérience mystique là. Quand oui, on est à 3h du matin, hein, je pense qu'Hélène le comprend bien. Oui. À 3h du matin, on est éveillé, tout le monde dort. On lit un bouquin. Mais c'est pas le jour. Il y a la lumière qui arrive, une lumière intérieure. C'est une terre intérieure. C'est le moment de jour vous sentez lorsque le matin vous vous réveillez, que vous regardez le jour se lever, là c'est le jour. C'est ce que vous dites est vrai aussi. En été, le jour à 3h du matin, il n'est pas loin. Moi j'ai bien aimé. J'apprends beaucoup maintenant. À partir du mot, après, vous avez dit beaucoup de choses sur les mots, c'est un corps. On peut en dire beaucoup plus. Voilà, mais déjà, là comme ça, déjà, parce qu'avec Philippe, on parle un peu de tous ces linguistes qui disent qu'effectivement, c'est arbitraire. Cette dimension arbitraire du mot, on est tous d'accord que c'est comme ça. On a décidé qu'un jour, on appelle ça comme ça, et puis voilà, on met de l'ordre un peu dans la langue pour qu'on puisse communiquer. Ça, c'est l'aspect technique et l'aspect linguistique de la langue. Effectivement, pour un poète, c'est autre chose. On a à notre disposition cet outil majeur pour écrire de la poésie. Et effectivement, vous avez dit tout à l'heure, pour définir le mot, il avait dit que c'était un être vivant. Ouais. Et c'est exactement ça.
C'est ça la question. Et ça renvoie, et ça, il y a une grande théorie là-dessus, une grande linguiste, Juliette Esteba, a beaucoup travaillé sur cette théorie. Quand j'ai fait ma thèse, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Et effectivement, on est dans non pas dans le signifié qui renvoie un peu à ce côté arbitraire, c'est nous qui décidons. Donc cela signifie cela. Cette table, voilà. Table signifie cet objet-là. Ça, c'est le signifié. Parce que nous, nous signifions avec nos codes, etc. Après, il y a la signifiance. C'est cette partie vivante qu'on appelle, que dans la théorie du lait, elle appelle ça, la signifiance, c'est cette matière vivante, cet être vivant, qui vit, et heureusement pour la langue, heureusement pour les poètes aussi, parce qu'ils jouent avec ça, ils travaillent sur ça, et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on confond un peu ce que ça veut dire le jour, la nuit, qu'est-ce que ça veut dire à un moment donné pour un poète. Il n'est plus dans cette dimension arbitraire un peu qu'on a attribuée. Il est sorti du référent. Donc on sort complètement du référent et on accède à notre... Nadine parle du référent, par exemple. Quand vous dites, voilà, le jour vous fait penser au matin et que c'est indissociable, vous associez ce à quoi ça se réfère, votre sensibilité. Il y a dans le son quelque chose. Après, on est entre les deux, en fait. Effectivement. C'est l'hésitation. C'est un va-et-vient, en fait. Il ne faut pas se décoller non plus de ce qui a été préalablement établi. Sans cela, on se perd, on va sans retour. Il faut vraiment décider de partir, mais il faut s'assurer aussi qu'on peut revenir. Sans cela, ce travail s'arrête, ce jeu s'arrête, parce que la poésie, c'est aussi un jeu avec les mots, sensibilité. Voilà. Mais c'est pas si simple, parce que quand l'écriture, elle aime bien avoir quelque chose de réussi. On sent qu'elle a arrêté. C'est vrai qu'il y a du jeu, il y a toujours du jeu. Mais bon, par exemple, Françoise qui a écrit un livre sur l'homme dévoilé, à un moment, la forme est fixée. Et on est content qu'elle soit fixée. Parce qu'on se dit, voilà, on a dit le truc, quoi. C'est bon cette fois-ci. Il n'y a plus de jeu. Ouais, enfin, c'est pas aussi simple que ça. Parce que, moi, je me suis. Justement, il m'arrive de relire justement, j'en parle pas mal. L'épilogue, un truc que j'ai écrit, et finalement, quand je l'ai écrit, j'ai pas très bien compris ce que j'ai écrit. Faut tout vous dire. C'est pas mauvais signe. Et en fait, des années après, en y retournant, d'ailleurs, j'ai la sensation d'une idée de transcendance, hein, quand même que c'est quelque chose où je ne suis qu'un scribe, si tu veux, mais que je comprends, et qu'il n'y a que les années après, quand je le relis, que le scribe rentre en moi, enfin, l'écriture rentre en moi, si tu veux. Donc, je pense que l'écriture, c'est quelque chose qui fige et qui ne fige pas, au fond. C'est-à-dire qu'on croit qu'on fige, et en fait, tout dépend comment le lecteur, après, ça dépend du lecteur, comment il va le lire, parce qu'en fait, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture, en fait. Enfin bon. C'est très bon tout ça. Mais je préfère écouter... Voilà, alors je me suis permis de t'interrompre, Michael, tu m'en veux pas. C'est parce que c'est pour éviter, on en avait parlé avant, hein. Moi je sais tout ce qu'il va dire. C'est pour éviter le côté conférence, voilà, parce que c'est conférence, trop professoral, alors là, ça peut devenir très vite ennuyeux. Mais je t'interromps plus pendant plusieurs minutes. C'est ce que j'avais dit, hein, en fait. C'est pour nourrir la conversation. Mais bon, donc là, par rapport à cette approche, ce qu'on peut en retenir, c'est que le mot nous renvoie au son primordial. Mot, c'est un son. Voilà, en fait, c'est l'histoire du mot. Pas d'interprétation sur le mot, sur le sens du mot, c'est un son. Voilà. Donc après, oui, je voulais rentrer dans la disséquer le mot. Donc, il parle des voyelles comme étant la chair. C'est ça, les voyelles et les diphtongues comme une chair, et dans les consonnes, une ossature délicate à disséquer. Donc, moi, d'après, j'ai fait du théâtre, et donc il y a une trentaine d'années, le professeur de théâtre m'avait passé cette information, c'est des Steiner, c'est pour ça que je l'ai cité. Et pour lui, chaque consonne est reliée à une catégorie psychique. C'est-à-dire que pour Steiner, il y a la volonté, il y a le sentiment et la pensée. Et il associe à l'émotion les consonnes faites avec le bout des lèvres, c'est-à-dire P, P, M, F, P. Pour la pensée, L, T, D, H, celles qui sont faites avec la langue, L, T, D, H. Et pour la volonté, les consonnes gutturales, K, K, R. Et dans la lecture d'un texte, dans la diction d'un texte,
on peut décider de souligner certaines consonnes et d'éliminer l'emphase sur d'autres pour faire vibrer le texte. Vous savez, manière, ça va plus sur le plan de la pensée. Vous connaissez ça? Du tout, mais c'est impressionnant. Donc oui, non, mais c'est un sujet très profond, etc. J'ai fait un texte beaucoup trop long, donc j'ai déjà beaucoup coupé. Mais je voulais en parler pour l'aspect de disséquer l'ossature du mot. Hein. Donc déjà, donc je vais quand même aller plus loin, parce que cette intuition de Steiner, qui est l'expression d'une grande sensibilité et de capacité à entrer en profondeur dans les phénomènes du langage, Mallarmé l'a eu, bien sûr, comme tous les poètes, plus ou moins, mais surtout Mallarmé, mais qui n'a pas, mais sans l'avoir cependant théorisé ni transmis sur un plan pédagogique. Aussi, nous avons peu de choses concernant son exploration de l'anatomie des mots. Voici cependant un petit texte où il évoque la question des consonnes. C'est Mallarmé qui parle. Cause les sens divers et cependant liés secrètement tous, de production ou enfantement, de fécondité, d'amplitude, de bouffissure et de courbure, de vantardise, puis de mince d'ébullition et quelquefois de bonté et de bénédiction, malgré certains vocables, signification plus ou moins indiquée par la labiale élémentaire, le désir comme satisfait par elle, exprime avec l'adique liquide, joie, lumière, etc., etc. De l'idée de glissement, on passe aussi à celle d'un accroissement, par la poussée végétale ou par tout autre mode, avec air, enfin, il y aurait comme saisie de l'objet désiré avec elle, ou besoin de l'écraser et le moudre. Et tu as été chercher ça dans les mots anglais. Ouais. Ça. Un texte très rare de Mallarmé, un peu lu. Hein. Il était prof d'anglais et moi j'avais jamais vu ce truc-là. C'est tout à fait remarquable. Alors en contrepoint, vous voyez, je vais vous lire un tout petit poème. Donc là c'est quand même assez, comment dire, c'est très pensé. Hein. Écouter, sentir et penser. Et dans le même mouvement, celui qui a écrit ça est capable d'écrire ça. Autre chose. Là je vous lis un extrait d'Hérodiade. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'Hérodiade de Mallarmé, un peu. Bon, l'Hérodiade de Mallarmé, c'est son texte le plus racinien. C'est tout à fait prodigieux, hein. C'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est un tout petit dialogue entre une nourrice qui va voir Hérodiade, qui est la fille d'Hérode, ça fait référence à l'Ancien Testament, celle qui a eu la tête de Saint Jean-Baptiste, qui est très différente de celle de Flaubert. Ici, on a une jeune vierge extrêmement arrogante, très très hypersensible, à la fois hyper délicate, violente, enfin une vierge, moi j'ai une petite fille de 14 ans, je sais de quoi je parle, c'est tout à fait ça, il y est. Et là, pour aller en empathie, chercher ça, moi je dis c'est très fort, c'est très très fort. Hérodiade qui passe pour un texte difficile, je ne trouve pas. La nourrice parle, et la nourrice c'est N, hein, c'est une lettre. Tu vis? Où vois-je l'ombre d'une princesse? À mes lèvres tes doigts, et leurs bagues et cessent de marcher dans un âge ignoré. La nourrice lui dit, cesse de marcher dans un âge ignoré. Moi je rêve de pouvoir dire ça à Talia quand elle est sur Instagram et qu'elle m'envoie bouler. Cesse de marcher dans un âge ignoré. Reculez, alors ça c'est Hérodiade, le blond torrent de mes cheveux immaculés, quand il baigne mon corps solitaire de glace, d'horreur. Et mes cheveux que la lumière enlace sont immortels. Ô femme, un baiser me tuerait si la beauté n'était la mort. C'est l'hypersensible, hein. Faut pas s'approcher. Voilà. Et là, moi, je mettrais en regard cette splendeur absolue. La nourrice arrive, la jeune fille qui n'a pas encore connu un homme, elle est là, elle est toute dans la profondeur de la sensation, du désir et de la volonté d'amour, avec ce que j'ai vu passer sur un bus tout à l'heure, How to have fuck today. La question est de savoir, voilà, est-ce que il n'y a pas une éducation au sentiment à faire? Voilà. Encore quelques pages, quelques lignes, parce que c'est vraiment sublime. Par quel attrait mener? Et quel matin oublier des prophètes? Super. Quel matin oublier des prophètes? C'est beau. Verse sur les lointains mourants ces tristes fêtes. Le sais-je? Tu m'as vu, ô nourrice d'hiver,
sous la lourde prison des pierres et de fer, où de mes vieux lions traînent les siècles faux. Oui, où de mes vieux lions traînent les siècles faux. J'arrête parce que j'ai commencé à faire de l'okini, et ça va être insupportable le week-end. Mais c'est vraiment, et c'est pas dur à comprendre, je veux dire, on fait un petit effort, hein, les siècles faux, voilà, les lions, on va dire une jeune fille, voilà, elle la nourrice, elle a un certain âge. Bon. Puis après, tout ça va être mis en perspective avec le deuxième poème de la pièce, qui est le Cantique de Saint Jean, qui est un texte plus compliqué, où c'est la tête de Saint Jean qui parle, la tête décapitée de Saint Jean qui parle, là c'est comme Saint-Denis, hein. Bon, il faut aller chercher ça. Hein. Mais c'est très 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 beau, et on a tu vois, à la fois un monsieur qui est capable de parler des mots, comme tu as très très bien dit, mais aussi de faire de la poésie. C'est-à-dire qu'il a les deux, c'est là qu'il est vraiment génial. C'est un prince des poètes, Mallarmé. Peu de gens le connaissent aujourd'hui. À la mairie du 17, quand je leur en parle, à la responsable de la culture, prend un air évasif, genre, qu'est-ce qu'on a à foutre, hein, ce truc-là. Tu vois pas qu'il y a une exposition contemporaine qui nous a coûté 15 000 €, qui met en scène des toiles d'araignée. Et je dis, hein, bon, tu nous embêtes, hein. Voilà. C'est pas si compliqué. Je veux dire, et c'est magnifique, hein. Enfin, moi, je trouve ça magnifique. Très à toi. Bien, là, c'est bien, il est passé chez Hérodiade. Pourquoi, en fait, ce poète, la question que je pose, hein, n'est pas connu comme Baudelaire, comme Valéry, oui. Est-ce qu'on lit Valéry aujourd'hui? Je ne suis pas sûre qu'on le lise plus que Mallarmé. Hein. On connaît quelques citations. Mais Chantal, moi je l'ai lu à Los Angeles. Oui. J'étais professeur de grec ancien. Los Angeles. Et dans l'intercours, je m'ennuyais tellement, parce que les Américains, je veux dire, pour s'emmerder, c'est super. Hein. Et que j'allais à la bibliothèque lire Valéry. C'est là que j'ai lu, c'est pour ça qu'on a pu en parler un peu. Et je suis certain qu'aujourd'hui, il y a des jeunes de 18-20 ans qui lisent Valéry. On va peut-être pas les rencontrer facilement. Mais j'en suis certain. Mais ça, je pense que c'est un peu plus périphérique, on pourra peut-être l'aborder un petit peu après, parce que je pense que c'est plus important là, au moment où on en est, d'essayer de continuer sur les œuvres aussi qu'on en parlait. Parce qu'après, pourquoi Mallarmé est connu, pas connu, c'est des sociologiques qui n'ont pas d'intérêt de toute façon. Mais là, ça nous intéresse, c'est déjà énorme. Bien d'accord, tout à fait d'accord. Parce que si on commence en plus à provoquer des politiques, etc. On arrête la poésie. Merci. Ça ira plus vite. Hein. Non, mais je voulais aller, parce que j'avais pas lu, j'aurais pu lire ça après la citation de Mallarmé, parce que ça me paraît important par rapport à cette histoire de rentrer en profondeur dans la chair du mot, le son, les lettres. Il écrit parce Mallarmé fait le vœu de l'établissement d'une science qui, c'est lui qui parle, possédant le vaste répertoire des idiomes jamais parlés sur la Terre, écrira l'histoire des lettres de l'alphabet à travers tous les âges, et quelle était presque leur absolue signification, tantôt devinée, tantôt méconnue par les hommes créateurs de monde. Magnifique. Magnifique. Donc tu vois là, il dit tout, vraiment, il est au cœur de la question, lui il a compris qu'il y a un infralangage, c'est-à-dire que la voyelle déjà signifie quelque chose de, tu vois, qui va au-delà même de la pensée. Il y a de la mystique hein, dans le mais là, langage. quand la manière dont tu en parles, excuse-moi, j'ai l'impression d'entendre parler des mots. La voyelle anime le mot. C'est la Voilà, c'est pour ça. Il avait cette intuition-là. Je ne sais pas s'il a vraiment étudié. Parce que j'ai évoqué la synesthésie tout à l'heure. Tu passes de la même chose, de la même langue. La synesthésie, c'est une figure de style très particulière des poètes qui leur permet d'évoquer avec des mots et des sons une sensation. C'est la synesthésie. Et c'est vrai, je sens ce parallèle avec une langue sémitique, ça pourrait être aussi une autre langue. C'est pas un grand mystique. Alors là, on est sur une vraie question. C'est que les langues sémitiques fonctionnent vraiment comme ça, alors que nous, on va le chercher. Voilà, c'est ça. Pour la Bible, elle est vraiment comme ça. Oui. Et tu ne vas pas trouver ça dans le grec ou dans le latin, mais dans une langue sémite, parce que là, sur l'araméen, l'arabe, je ne connais pas trop bien, mais d'après ce que j'ai compris, c'est un peu la même chose. Et il va chercher des réflexes de langue dans nos langues
C'est magnifique. Qui sont pas a priori de notre langue. C'est d'aller chercher la voyelle et la consonne en la dissociant. Et en allant chercher l'os et la chair. Je pense que pour tous les poètes arabes et pour tous les poètes hébreux, c'est une évidence. Et c'est drôle comme on sent finalement l'interprétation. Au XXIe siècle, c'est ça. À travers ce livre, on sent l'interpénétration des cultures finalement. Et ça fait du bien. Justement, j'en parle un peu plus tard. Donc, moi, je voulais peut-être reprendre un peu cette histoire-là, simplement avancer parce que il répond en fait. Donc, parce que je voudrais revenir à cette... Si vous êtes d'accord, on fait une petite demi-heure de plus ou c'est jouable? Oui. Maximum. Hein. C'est beau ce qu'elle a dit. Elle a dit beaucoup de... Je me permets. Hein. Oui. Beaucoup de poètes se veulent prophètes. Je trouvais ça magnifique. Parce que je disais, en fait... c'est le cas au 19e. Je disais quand même entre les Hérodiades et entre le Cantique de Saint-Jean, c'est beau. Enfin, et elle me disait, oui, beaucoup de poètes se veulent prophètes. Les voyants. Oui, les poètes voyants. Et puis Rimbaud, enfin, on a quand même ça dans la poésie. Oui, et les voyelles de Rimbaud. Un peu différent. Justement, je parle de ça. Donc je voudrais revenir à cet échange entre deux gars qui écrivaient de la poésie d'ailleurs, on vous le dit, il y a un recueil de sonnets de deux gars. On n'était pas content, mais il y a quand même un bon. Donc ce n'est pas avec des idées dans le cher de gars que l'on fait des vers, c'est avec des mots. Et même s'il faut prendre cette déclaration avec une certaine distance, puisque comme le dit Paul Valéry, le voici, Mallarmé avait raison. Mais lorsque Degas parlait d'idées, il pensait à des discours intérieurs ou à des images qui, après tout, auraient pu être exprimées par des mots. Mais ces mots, ces phrases intimes qu'il appelait ses idées, toutes ses intentions et ses perceptions de l'esprit, tout cela ne fait pas du vers. Mallarmé écrit également « Mais si tu savais que de nuits désespérées et de jours de rêverie, il faut sacrifier pour arriver à faire des vers originaux, entre parenthèses, ce que je n'ai jamais fait jusqu'ici, et dignes, dans leur suprême mystère, de réjouir l'âme d'un poète. Quelle étude du son et de la couleur des mots, musique et peinture, par lesquelles devra passer ta pensée, tant belle soit-elle, pour être poétique. » Magnifique. On a vraiment la clé de la poésie. Non, mais c'est magnifique. Et ça me fait penser à Georges Brassens, qui passait des nuits entières sur un mot. Un seul mot. Il pouvait passer des nuits entières. Bien sûr, mais Mallarmé aussi. Et il pouvait même passer des mois et des mois. Oui, mais Mallarmé est avant. Donc c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une transmission. Parce que Mallarmé est avant. Vous savez, les Grecs dans l'Antiquité, ils mettaient 3 minutes pour graver une seule lettre. Combien? 3 minutes pour graver une lettre sur les pierres. Ouais. Bah alors, dis donc. Vous avez le temps de rentrer dans la lettre. Non, c'est vrai. Non, c'est important. Parce que c'est vous qui parlez du rapport au temps. C'est ça notre grand problème, hein, avec les réseaux, Internet, etc. Ça a cassé le temps long qui permet d'entrer dans la langue. TikTok, c'est une machine à détruire le cerveau. Mais absolument. C'est bien clair. Hein. Qu'est-ce que tu dis? TikTok, c'est une machine à détruire le cerveau. Après, par bonheur, les jeunes sont puissants. Mais toutes ces espèces de petites applications, là, tu as 6 secondes pour prendre un truc dans la tronche, c'est féroce. Hein. Et là, vous effleurez un élément. On parle des mots, on parle de leur sens, on parle du son, beaucoup du son, mais là, on a effleuré le signe. Et c'est une chose qui est passionnante, je pense, dans cette relation. Et je serais très curieux de vous entendre un jour, peut-être, ou aujourd'hui, sur cette relation avec le signe et dans la démarche d'écriture et même de lecture. Bien sûr. Sachant que le signe, là encore, moi j'adore la linguistique, Fatia aussi. Même si c'est un peu technique, la linguistique, hein, c'est vraiment passionnant. Le plus grand, le tout premier, c'est Monsieur de Saussure. Enfin, le premier récent, parce qu'en fait, on sait maintenant, il y a plus de 2500 ans, déjà, les Indiens réfléchissaient sur la question. Qu'est-ce que c'est qu'une lettre? J'expliquais ça à ma fille hier par SMS, vous voyez, on peut faire des trucs. Hein. Je disais, ma chérie, la lettre, c'est comme reconnaître quelqu'un qu'on a aimé. C'est-à-dire que le A, si je vous dis un A priori, ça ne vous dit rien. Enfin, bon, aujourd'hui, ça vous dit quelque chose. Mais a priori, ça ne disait rien à personne. Mais le A, vous le voyez une deuxième fois. Vous l'avez reconnu. C'est devenu une lettre. Avant, c'est juste un signe kabbalistique, plus ou moins clair, une certaine mystique, disons. On le voit 2 fois, on lui donne un son, et on est d'accord pour dire que c'est un son. C'est de la mystique, hein.
on a reconnu quelque chose. Voilà. Et si on y met de l'amour, moi je pense qu'il faut mettre de l'amour dans le langage, à ce moment-là, il se passe quelque chose de très 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 important. C'est que le sentiment passe à travers la lettre. Mais c'est juste un problème de reconnaissance. Hein. Et les linguistes sont très clairs. C'est on reconnaît quelque chose sur lequel on est tombé d'accord pour dire que c'est ça. Voilà. Lire, c'est reconnaître. C'est pour ça que quand tu dis que tu relis Michael, à ton âge, c'est la maturité. Voilà. J'étais avec une amie récemment, et elle me disait, ah, qu'est-ce qu'il y a de neuf chez toi? Il n'y a jamais rien de neuf. Hein. Je disais, à mon âge, je ne cherche pas ce qu'il y a de nouveau. Je cherche ce que je peux reconnaître et qui me plaît. Et dans ce que je reconnais et qui me plaît, je trouve ma satisfaction. C'est aussi pour ça que je ne regarde pas la télé, je m'en fous, il y a tel film, tel autre film, je m'en fous. Ça n'a aucune espèce d'importance. En revanche, je peux lire 2 fois Salammbô de Flaubert, parce qu'il m'arrive un truc prodigieux à chaque fois. Et pas la même chose. C'est là que c'est génial. C'est le même, mais c'est pas le même. Alors là, évidemment, il faut une certaine maturité. Hein. Et ça donne une prodigieuse sérénité dans la vie. Parce qu'au fond, on s'en fout qu'il y ait du neuf ou qu'il n'y ait pas du neuf. Puisque ce qui est intéressant, c'est ce qui est déjà là. Oui. Il faut un peu de contemporain quand même. Parce que peut-être il y aura un autre Flaubert, il y aura peut-être un autre Mallarmé. On fait tout pour qu'il n'y en ait pas. Oui, on fait tout. Tout est fait pour qu'il n'y en ait pas, on est d'accord. Mais speriamo bene. Pardon? Speriamo bene. Espérons. On peut espérer, bien sûr. Aujourd'hui, c'est certain. Il y a des tas de choses formidables qui se font tous les jours, il y a des tas de gens merveilleux qui se font qui font des choses merveilleuses tous les jours. Le patrimoine littéraire. Mais et par rapport à ce que vous disiez sur le son, Flaubert, c'est intéressant parce qu'avec son gueuloir et qu'il prononçait, écoutait ce qu'il écrivait, c'est exactement, c'est assez intéressant. La sensation de sentir les mots, de les prononcer, de les entendre dans une espèce de réverbération comme ça. Du verbe. Et c'est vrai, et c'est pour ça parce qu'on est quand même dans une société très intellectualisée, quand même très abstraite, et donc on va très vite, en fait, on scanne, surtout avec Internet, maintenant on scanne des textes pour essayer de vite comprendre qu'est-ce que l'auteur a voulu dire. Une fois qu'on a compris, hop, on dégage. En fait, il faudrait arriver à arrêter constamment le flux, et c'est pour ça qu'il y a un exercice très intéressant, c'est quand on prend une phrase d'un poème, c'est d'entrer dans le mot, de dire chaque mot, lentement, mettre une pause entre chaque mot, pour laisser chaque mot exister en lui-même. Parler en lui-même. Parce que c'est le mot qui raconte le poème, qui dit le poème. Bon. J'ai une petite anecdote sur Flaubert, parce qu'Emmanuel a la très belle idée d'en parler, qui n'est pas très connue parce qu'elle se trouve dans un texte rare qui s'intitule La Cange, qui est un texte de jeunesse, que M. Fournier connaît. C'est un très 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 bon. Flaubert a été très bon très vite. 25 ans, c'est déjà très bien. Et c'est son voyage en Égypte. Et il est en Égypte, dans le sud de l'Égypte, très très au bas, des endroits que je suis allé voir d'ailleurs. Il fait vraiment très très chaud. Hein. Là, pour le coup, les 50 degrés, on les a. Hein, et c'est du droit. Et il était avec son copain du camp, et puis ils n'avaient plus d'eau. Ah, c'est super embêtant. Hein. Plus d'eau, dans le sud de l'Égypte, en Nubie. Ils allaient vers un certain campement. Et là, Flaubert a eu une idée géniale. Il a dit glace au citron. Et il s'est répété jusqu'au moment où il est arrivé au campement, glace au citron. Et il a dit, j'avais plus soif. Bon, il faut être un peu écrivain quand même.